Bon, Omar, je pense on va pouvoir commencer Oui, ce webinaire. exactement. Ouais, il est 11h, presque 4 minutes, donc on peut commencer. Et bonjour à tous et à toutes, hein. Merci de votre présence. Je pense au cours de ce webinaire, il y aura des gens qui vont arriver, mais on va commencer. Voilà, et bienvenue pour ce premier webinaire qu'on organise, hein, qu'Experience organise en partenariat avec Groupe IB. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Cyril Boussiron de Groupe IB, qui va nous parler des enquêtes menées par Groupe IB, hein, des enquêtes au-delà des frontières. Et ces enquêtes sont menées par Groupe IB avec des produits Groupe IB que Cyril va nous présenter. Et si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, il y a un chat de GoToMeeting, hein, vous pouvez l'utiliser pour nous envoyer vos questions pendant le webinaire et Cyril tentera d'y répondre. Sinon aussi, hein, Cyril mettra à peu près 45 minutes de présentation et à la fin, on aura 10 à 15 minutes voilà, de questions-réponses. Voilà, donc sans plus tarder, donc Cyril, je vais te laisser présenter le sujet, le webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Omar. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous remercie également tous d'être présents aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir, justement, avec Omar d'Expertise, de pouvoir vous présenter ce sujet et de parler un peu plus de ce qu'on fait internationalement. Donc, comme il l'a bien mentionné, il y a un espace questions. Donc, si vous avez envie de poser une question ou n'importe quoi, n'hésitez pas à remplir un petit formulaire et on répondra avec Oumar à toutes vos questions à la fin de ce webinaire. Donc, commençons en effet sans plus tarder cette présentation. Donc, cette présentation aujourd'hui, elle a vraiment un double but. Et ce double but, il est assez clair. C'est tout d'abord parler justement de ces enquêtes mondiales et donc de ce combat que nous menons quotidiennement contre la cybercriminalité qui ne se limite plus du tout aux frontières physiques désormais, dans ce monde totalement numérique. Et deuxièmement également de ne pas se reposer toujours sur la police locale qui peut être dépassée par ces événements. Et également, un des buts importants de cette présentation, ce sera de montrer que, comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir, bien évidemment. Et donc, nous vous montrerons ce que nous préconisons et pourquoi nous travaillons ensemble justement avec Expertise afin de se prémunir contre le risque cyber, que ce soit vraiment pour des institutions, des industries, des assurances, des banques, donc vraiment tous les secteurs d'activité. Donc, n'hésitez pas à utiliser pendant la présentation cette session questions et la présentation vous sera de toute manière envoyée à la fin de ce webinaire. Donc, pourquoi parler finalement de ces enquêtes aujourd'hui avec Groupe IB? C'est tout d'abord parce qu'on est une entreprise plutôt ancienne sur le domaine de la cybersécurité, autant que faire se peut, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on a 17 ans en réalité d'expérience dans le domaine et on a commencé en faisant de l'analyse criminalistique et de la réponse aux incidents, vraiment focalisé sur l'acteur. Donc, c'est-à-dire que notre cœur de métier, c'était vraiment les enquêtes et c'était majoritairement de faire toutes ces enquêtes. Donc, on a une longue expérience, très très longue expérience dans les enquêtes criminalistiques et c'est pour ça que nous sommes partenaires, comme vous pouvez le voir ici, que nous sommes partenaires officiels de Europol et d'Interpol. D'ailleurs, notre CTO, donc notre Chief Technical Officer, qui est Dimitri Volkov, qui est également notre cofondateur, siège au Conseil cybercrime de Europol. Donc cette analyse criminalistique, finalement, elle est permise au sein de Groupe IB parce qu'au sein de ces 17 ans d'expérience, on a vraiment récolté un nombre assez impressionnant de données sur tous les acteurs et sur tous les groupes criminels, ce qui nous permet vraiment de lutter contre eux aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on mène toujours en partenariat avec ses partenaires officiels des enquêtes vraiment internationales. Parce que pour l'instant, dans le monde, si vous voulez, on est présent. On a un siège à Singapour qui détient toutes les entités de groupe IB. On a un siège à Moscou également et un siège à Amsterdam. On a plus de 400 personnes également. La majorité sont bien évidemment techniques et des clients dans toutes les sphères. Et vraiment, ça, c'est un point important. C'est-à-dire que toutes les sphères sont concernées et nous pouvons œuvrer dans tous les domaines, que ce soit financier, que ce soit commercial, institutionnel ou même industriel. Et tout ça, bien évidemment, nous permet de développer une indépendance et de collaborer avec tout le monde vraiment sur un aspect global pendant nos enquêtes internationales.
Donc parlons justement et rentrons dans ce sujet d'aujourd'hui qui est donc l'enquête au-delà des frontières. Et commençons par présenter rapidement l'acteur principal de cette histoire d'aujourd'hui, qui est notre département, parce que nous avons un département entier qui gère ces enquêtes. Et le but de ce département, ça va être de trouver qui est le véritable acteur qui va se cacher derrière cette attaque. C'est-à-dire que quelle que soit l'attaque criminalistique, il y a forcément une personne physique qui est derrière. Et notre but, eh bien, ça va être de désanonymiser cette personne et d'aller trouver cette personne sur le plan donc physique. Et c'est pour ça que ce sont des enquêtes qui peuvent prendre, pour les cas les plus simples, quelques jours, et pour les cas les plus compliqués, comme nous allons le voir avec donc les APT, les Advanced Persistent Threats, qui sont en réalité les plus grands groupes criminels de la sphère cyber qui œuvrent donc par intérêt financier ou qui sont financés eux-mêmes par des États, eh bien, ça peut prendre jusqu'à des années pour trouver ces groupes-là. Bien évidemment, derrière tout ça, l'objectif est de traduire ces personnes en justice. Et c'est pour ça que nous travaillons étroitement avec les forces de l'ordre et avec Interpol et Europol. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vraiment le lien et la preuve entre les incidents qui se sont déroulés ainsi que les personnes, eh bien, nous pouvons les donner aux clients, nous les donnons aux entreprises qui peuvent ensuite les transmettre aux forces de l'ordre afin de continuer cette enquête de manière internationale ou même de manière nationale pour certains cas. Le choix est donc vraiment laissé au client de faire ce qu'il veut de cette information. Et nous allons voir que, bien évidemment, il est souvent plus intéressant de porter l'affaire sur le cadre international. Et ces enquêtes, donc, dont nous parlons aujourd'hui, sont vraiment disponibles et sont vraiment valables pour plein de cas qui sont des cas très, très différents les uns des autres. Comme vous pouvez le voir ici, ça, ce sont tous les cas que nous traitons de manière régulière. Donc, de quoi parlons-nous? Nous parlons évidemment de cas qui sont des cas de vol de données, par exemple. Donc ça, on peut avoir de très grandes sociétés qui vont subir des fuites de données. C'est quelque chose finalement d'assez classique. C'est quelqu'un qui va à la fin voler des informations à la fois personnelles, mais également pour pouvoir se faire passer pour vous et atteindre évidemment votre propriété intellectuelle en but ultime entre guillemets, ce qui est très dommageable pour la majorité des sociétés. Par exemple, en Indonésie, une société avait été attaquée et avait vu ses données et surtout les données de ses clients en réalité fuiter sur le dark web. Ensuite, il y a évidemment les attaques qui sont des attaques de virus, donc des attaques, comme on dit, des attaques malware. Donc, il y a forcément des infections d'ordinateurs, comme vous le savez, afin de gagner du contrôle sur le réseau, pour notamment voler les DAB, donc les distributeurs automatiques de billets, et nous allons le voir un peu plus loin avec notre exemple concret, mais également de bases de données. Également dans ces attaques virus, très en recrudescence dernièrement, puis avec un peu moins avec le Covid, mais ça a été en grosse recrudescence, les ransomware, c'est-à-dire des logiciels qui vont finalement bloquer l'interface et crypter les fichiers. Il va falloir payer pour décrypter ces fichiers. Le problème, c'est que souvent, ces ransomware, on a beau payer pour décrypter les fichiers, à la fin, on se retrouve quand même avec les données de l'entreprise qui sont sur le dark web. Il y a eu l'exemple d'une société taïwanaise, par exemple, qui a subi un ransomware, qui a donc payé pour avoir ses données décryptées, mais une fois les données décryptées, en réalité, eh bien, il y a eu un chantage d'effectuer sur cette société afin qu'elle paye pour ne pas avoir les données volées publiées sur le dark web. Donc, c'est pour ça que céder n'est pas toujours la bonne solution. On peut également parler pour ces attaques malware de silence qui avait conduit une attaque au Bangladesh, qui était une attaque donc comme nous allons voir avec le cas de Cobalt sur les distributeurs automatiques de billets, ce qui leur a permis d'engranger bien évidemment des sommes colossales. Également le crime financier. Donc alors ça c'est quelque chose de plus classique que vous devez connaître bien évidemment sur les traitements de cartes, sur les passerelles de paiement. Donc souvent c'est voler l'identité d'une personne pour bien évidemment faire des transactions frauduleuses. C'est un cas vraiment commun. Et désormais, ce qu'on voit arriver surtout avec l'émergence de ces grandes puissances cybercriminelles, eh bien c'est la guerre d'information. Donc ça, c'est le vol d'informations, le chantage, le vol d'identité sur des personnes de haut rang. Et finalement, ça va être un jeu d'influence et faire levier sur des pays, sur des sociétés, dans des buts à la fois commerciaux, financiers, mais également politiques. Et en fait, tout ça, toutes ces enquêtes sont des choses qu'on a menées donc dans ces 17 années d'existence.
Mais on travaille également, grâce à cette expérience, sur des cas qui sont des cas concrets criminels, de meurtre, de suicide ou même de kidnapping, car grâce à notre connaissance d'Internet, du dark web et autres, et notre analyse criminalistique d'un autre côté, ça nous permet vraiment d'avoir une importance particulière dans la recherche et afin de trouver les gens de manière physique. Donc ces enquêtes, finalement, sont très importantes, évidemment, et vous allez voir qu'elles dépendent énormément de la juridiction, et plus que de la juridiction, même de l'engagement et de l'implication des forces de l'ordre dans ces enquêtes. Parlons un petit peu justement de cette juridiction et de ces forces de l'ordre, qui sont donc celles qui techniquement sont prépondérantes au sein des enquêtes. Eh bien, c'est un des principaux problèmes en réalité, cette juridiction, parce que généralement, les victimes ou les hackers, les pirates informatiques, eh bien, ne sont pas dans la même juridiction. Ici, ce que vous pouvez voir sur cette slide, c'est le cas interne. Donc ça, c'est vraiment le cas le plus simple. C'est un cas où à la fois hackers et victimes sont dans le même pays. Sur un cas comme ça, il y a juste besoin finalement d'avoir une procédure légale, de trouver les preuves, ensuite de les légaliser afin de pouvoir les passer auprès d'un tribunal, de prendre des témoignages de là ou des victimes, s'il y en a plusieurs, et finalement de faire l'enquête. Et les forces de l'ordre feront l'enquête, mais ça va évidemment dépendre des outils qu'ils ont en leur possession. Le principal problème de ce type d'enquête pour les forces de l'ordre et pour surtout la victime finalement, c'est que si ce n'est pas un problème de sécurité nationale, s'il n'y a pas de gros risques ou de grosses pertes, si c'est juste une question de hacking d'email par exemple ou autre, eh bien elles ne vont pas être particulièrement motivées pour effectuer la procédure et même pour finalement engranger cette recherche. Donc si ce n'est pas un piratage de grande envergure, les forces de l'ordre ne vont pas être forcément intéressées par le cas. Mais ce n'est pas le seul problème. En effet, les forces de l'ordre n'ont pas toujours les renseignements sur les hackers. En effet, généralement, dans ces cas-là, l'information commence à être prise et commence à être collectée une fois que le cas va se présenter. Mais il y a d'autres problèmes inhérents, bien évidemment, aux forces de l'ordre de chaque pays, et ça, c'est pas particulier. Par exemple, ici, dans ce cas-là, au Sénégal, ou même à la France, à la Russie, à la Chine, ça, c'est pour tous les pays en général. C'est bien le temps, forcément. Il y a beaucoup de personnes, et donc pas forcément beaucoup de temps pour s'occuper des cas dans les forces de l'ordre. Pas forcément l'expertise non plus. Il n'y a pas de division cyber partout. Manque de procédures, manque de connaissance des procédures. Et manque d'accès forcément à des ressources cachées, par exemple. Et quand il n'y a pas suffisamment de connaissances, par exemple, des procédures particulières pour récolter les preuves, ça pose tout de suite un problème afin de mener cette enquête. De plus, la majorité du temps, même si la personne est au sein du pays, elle utilisera ou un VPN ou une infrastructure, par exemple website ou domaine, qui vont être à l'extérieur du pays. Ce qui fait qu'il faudra entamer une procédure de demande d'information aux autres pays. Et donc, à ce moment-là, ça dépend de la connexion de l'enquêteur lui-même auprès des autres pays et auprès des autres institutions. Et s'il n'y a pas cette capacité à demander l'information, forcément, ça pose un problème. Donc, même si finalement le criminel est à l'intérieur du pays, si le cybercriminel est à l'intérieur du pays, s'ils ne savent pas demander l'info, par définition, l'information s'arrêtera là et par conductivité, entre guillemets, l'enquête s'arrêtera là également. Mais généralement, ça, c'est le cas le plus simple, comme je vous l'ai dit, c'est le cas interne. Mais dans la majorité des cas, eh bien, le problème, il est dans plusieurs pays. En effet, le cas principal, c'est eh bien, un hacker et une victime dans des pays différents. Là, la résolution ou le début de l'enquête va particulièrement se faire en pensant aux coopérations internationales. En effet, il y a beaucoup de coopérations qui sont signées entre pays ou qui sont signées même dans le monde. Mais il faut bien penser qu'il y a toujours énormément de structures, de pays, d'institutions qui ne sont pas dans ces coopérations. À partir du moment où on n'est pas dans une coopération, comment faire cela ? Bien, tout d'abord, il ne faut vraiment pas hésiter à se retourner vers Interpol, vers Europol, afin de demander de l'aide, parce que ils ont deux rôles qui sont deux rôles vraiment principaux. Le premier rôle, c'est le rôle d'intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher l'information, ils vont comprendre l'information et ensuite ils vont la redistribuer à un pays tierce
ou au pays justement qui a demandé cette information ou qui est à la source de cette information. Mais si le deuxième cas, donc leur deuxième rôle, c'est s'il y a beaucoup de pays impliqués, s'il y a énormément de victimes, ils peuvent tout simplement prendre en charge l'opération et mener cette opération et cette enquête jusqu'au bout. Par exemple, il y a eu un ransomware qui a été effectué dans plus de 126 pays et Interpol a donc mené l'enquête, tout simplement aussi parce que ce ransomware avait causé plus de 18 milliards de dollars de dommages aux sociétés. Donc en effet, quand les criminels sont dans différents pays, eh bien c'est Interpol qui va très souvent rassembler les données afin d'égaliser et d'uniformiser le savoir dans tous les pays, au sein de tous les pays participants, afin que tout le monde soit partie prenante de cette enquête. Et également, Interpol et ses institutions internationales permettent de comprendre quelque chose qui est assez compliqué parfois dans certaines enquêtes, c'est qui va mener cette procédure, qui va mener cette enquête. Lequel des deux pays, celui où il y a par exemple le hacker ou celui où il y a la victime, lequel des deux va mener l'enquête, pardon. Souvent, ça va être le pays de la victime parce que forcément, ce sont les plus motivés pour mener ce genre d'enquête. Mais le pays du cybercriminel peut également vouloir mener cette enquête et être la tête et le moteur de cette enquête pour une simple et bonne raison, c'est que souvent le cybercriminel ne sera pas forcément dans le pays dont il est citoyen. C'est-à-dire que par exemple, s'il est, je sais pas, allemand, il ne sera pas en Allemagne, il sera ailleurs. Et dans ce cas-là, eh bien, le pays va vouloir extrader et va vouloir rechercher ce cybercriminel afin de le juger sur des chefs d'accusation qui sont propres à son pays. Et par conséquent, ils vont vouloir extrader ce ressortissant vers le pays. Et donc, si par exemple ce pays a d'autres preuves des crimes qui ont été commis dans son pays par cette personne, eh bien, ça permettra d'alourdir encore plus le dossier et d'avoir une peine en accord avec les crimes commis, qu'ils soient cyber ou même physiques. Mais ça, bien évidemment, ça dépend très souvent de la politique et des accords entre pays. Donc, ça va dépendre, comme vous l'avez compris, d'où est la victime et d'où est le hacker, s'il y a une volonté d'extradition également, mais également, bien évidemment, du budget. En effet, ces enquêtes peuvent coûter un certain montant, et s'il n'y a pas d'aide d'Interpol ou d'Europol, évidemment, c'est le pays qui décide de mettre le plus de budget afin de résoudre cette affaire, qui va généralement s'en charger. Mais afin de donner toute cette procédure, comme vous le voyez sur la droite de l'écran, il faut qu'il y ait plusieurs prérequis, entre guillemets. Il faut que la police ait une victime. Ça paraît bête à dire, mais c'est très important parce que beaucoup de gens ne pensent pas à aller voir une société de cybersécurité comme Groupe IB ou même les forces de l'ordre, tout simplement, afin de parler de cette attaque. Ensuite, il va falloir aussi trouver le hacker. C'est pour ça que nous désanonymisons les acteurs malveillants. Et puis, il va falloir une contrepartie également pour la police, c'est-à-dire qu'il faut des données, des serveurs, une plus grande compréhension de l'acteur, savoir si l'infrastructure est sur le territoire ou pas. Et ça, encore une fois, ça dépend des outils mis à disposition de la police. Aussi, quand il y a un phénomène, donc ce qu'on appelle de money mule, donc des personnes qui vont encaisser l'argent ou pour le blanchir ou justement pour le sortir des distributeurs automatiques de billets, eh bien ce déplacement d'argent entre pays va motiver les parties prenantes à s'impliquer plus dans cette enquête. Et l'exemple qu'on va prendre un peu après, c'est un exemple qui est beaucoup plus complexe en réalité que celui-ci, parce que là on a un acteur malveillant dans un pays Y et une victime dans un pays X, mais les plus grands groupes dont nous allons parler aujourd'hui, en réalité, font bien pire que ça. C'est-à-dire que c'est évidemment, comme vous pouvez le voir ici, une structure criminelle qui est organisée sur plusieurs pays et des victimes qui sont des victimes, eh bien, il n'y a aucun évidemment respect de quelconque frontière. Donc, ces victimes sont partout dans le monde. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire très attention et qu'il faut bien regarder tout ce qui est convention et tout ce qui est entraide au niveau institutionnel ou au niveau international.
En effet, il y a beaucoup d'accords. Souvent en Europe ou même aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a majoritairement le Cloud Act, et en Europe, il y a la Convention de Budapest. Donc, c'est une convention qui a en réalité commencé en Europe, mais qui s'est étendue très rapidement au monde. Et maintenant, il suffit de la signer et de la ratifier pour en faire partie. Mais par exemple, il y a toujours des pays en marge de ce genre d'échange d'informations. Pour vous donner un petit exemple, en Asie, il n'y a que le Japon, l'Australie et je crois c'est les Philippines qui ont en réalité signé et ratifié cette convention de Budapest. Donc, c'est très important pour certains pays d'être dans ces conventions parce que ça permet d'échanger l'information rapidement. Mais pour les pays peu impliqués dans la cybercriminalité et dans la lutte contre la cybercriminalité, ça permet d'avoir une bonne vue de ce qui est en train de se passer dans le monde. En effet, généralement, ça permet vraiment de renforcer la législation du pays parce que cette convention est en effet très bien rédigée. Et donc, pour prendre un bon exemple de cette coopération internationale et d'un cas comme celui-ci, qui est un cas complexe multinational, on va parler d'une des plus grosses menaces qu'on avait vues, donc qui a couru de 2013 à 2018 environ. C'est le cas de Cobalt. Donc Cobalt, vous en avez sûrement entendu parler. Appelé aussi également Cobalt Spider. Donc ça, ça a été un des plus grands groupes criminels. Et pour parler rapidement de ce Cobalt, on a été les premiers à l'avoir découvert, et parce que depuis le début, on fait de la réponse aux incidents sur ce groupe-là. Et je vais vous expliquer rapidement après pourquoi on est les premiers à découvrir généralement ce genre de groupe. Et donc, on a les techniques, tactiques et procédures de cet acteur depuis toujours, en réalité, depuis le début, ce qui nous a permis de vraiment apporter notre pierre à l'édifice dans l'enquête internationale que nous allons voir. Donc, comment ça se passe en réalité avec Cobalt? Cobalt, c'est un système assez simple de fonctionnement, c'est-à-dire que c'est un mail infecté avec un fichier malveillant qui va venir prendre le contrôle dans le réseau, juste ici. Et ensuite, il va effectuer un mouvement, il va se mouvoir latéralement dans le réseau. Et il va trouver le contrôle des distributeurs automatiques de billets afin d'envoyer la commande à ces distributeurs automatiques de billets qui sera finalement de donner l'argent. Donc, ça permet d'encaisser l'argent sans avoir besoin de carte ou quoi que ce soit, juste au travers de cette commande. C'est un système qui a été un système bien rodé et qui va se montrer dans les années après sa mise en place particulièrement efficace et particulièrement rentable. Mais pour comprendre donc ce Cobalt, il faut comprendre un petit peu d'où ça vient. Et alors ce Cobalt, eh bien ça vient tout simplement de Russie. Ça a commencé en Russie aux alentours de 2013. Et c'est pour ça qu'on a vraiment réussi à avoir un maximum d'informations sur cet acteur en faisant donc cette réponse aux incidents. Parce qu'il faut savoir que la Russie est une chambre de test pour la majorité des groupes évolués ou des hackers. C'est une chambre de test, et en effet, quand des clients, par exemple, où qu'ils soient dans le monde, viennent nous voir en nous disant « Ah, on a telle attaque, est-ce que vous connaissez ?» Généralement, c'est une attaque qu'on a déjà vue il y a peut-être 1 an ou 2 ou même plus en Russie. C'est, comme je le dis, une vraie chambre de test. C'est un endroit où les malwares et les hackers s'exercent. Et en 2018, donc bien après, en 2018, on a eu cette information d'Europol avec qui on a travaillé sur ce cas, disant que oui, nous avons arrêté, Europol, disant nous avons arrêté la personne derrière Cobalt grâce à une bonne coopération entre les pays. C'est un très bon exemple. À ce moment-là, Cobalt avait déjà réussi à encaisser plus de 1 milliard de dollars. Et pour donc démonter toute cette organisation et pour démonter entièrement le gang Cobalt, il a fallu d'abord connaître l'organisation de ce groupe. Quelle est l'organisation finalement de ce groupe? C'est une organisation assez classique, comme vous pouvez le voir, mais qui se divise quand même en 2 parties très distinctes. Il y a tout d'abord la partie, finalement ça va être la partie technique, c'est la partie cyberattaque, qui va être divisée avec des opérateurs qui, eux, vont être, entre guillemets, les petites mains de cette attaque, ainsi que le chef, la personne derrière toute cette attaque, donc celui qui a manigancé tout ça et qui va orchestrer toute cette opération. Et donc, il va envoyer les commandes, comme je l'ai expliqué, aux distributeurs automatiques de billets. Et de l'autre côté, on va avoir celui qu'on appelle donc ici le cash-out organizer, c'est-à-dire la personne qui va organiser l'encaissement des fonds et donc les retraits auprès des distributeurs automatiques de billets.
Donc, il fallait identifier tout ça. Et pour, par exemple, ces mules, donc qui vont transporter l'argent et le retirer, il était bien évidemment impossible pour Cobalt de passer un appel sur le darknet parce que les montants à retirer, comme je vous l'ai dit, à la fin, on est sur du 1 milliard de dollars. Donc, les montants à retirer étaient bien évidemment colossaux et bien trop importants pour ce genre de réseau. Il a donc fallu organiser ça comme une véritable petite entreprise. Et la majorité des mules sont d'ailleurs des mules qui étaient moldaves. Et c'est pour ça qu'on a eu l'information. Les mules étaient en Moldavie. Et il a été découvert que le chef de cette organisation, donc le chef de l'organisation des mules, était un Biélorusse. Et la Biélorussie le savait et avait d'ailleurs trouvé le nom, l'adresse et toutes les informations finalement de ce chef des mules et l'a arrêté. Seule la Biélorussie à ce moment-là savait que cette personne était recherchée. Et lors de son retour en Biélorussie, eh bien, il a été directement arrêté là-bas. Cependant, lorsqu'il a été interrogé, la Biélorussie a compris que ce n'était pas une affaire uniquement biélorusse. C'est-à-dire qu'ils ont compris que les mules étaient en Moldavie et que la personne organisant ces attaques, et donc la personne, l'esprit, la pensée maléfique derrière ces attaques, était en réalité en Espagne. Donc, forcément, un cas plus qu'international. Et c'est très compliqué, tout simplement parce que la Biélorussie, à cette époque-là, et c'est toujours le cas, n'avait pas signé de convention internationale. Et par conséquent, il a fallu passer par Europol. Et Europol a contacté directement l'Espagne afin de demander à l'Espagne eh bien de faire une surveillance sur ces personnels-là. À l'époque, l'Espagne n'était pas très motivée parce que, comme je vous l'ai dit, ceux qui sont généralement les plus motivés, c'est les personnes, les pays qui ont en réalité les victimes sur leur territoire. Sauf que là, l'Espagne n'avait pas conscience des victimes sur son territoire et par conséquent, pas forcément trop de motivation à mener cette enquête. Mais Europol a poussé l'affaire et la police espagnole a fini par trouver les acteurs. Et après un bon moment de surveillance, Europol a vraiment pu faire asseoir tous les pays victimes de ce groupe autour d'une même table afin d'en discuter. Et grâce également au rapport que Groupe IB a fourni à Europol à partir de environ 2016-2017, parce qu'on avait eh bien toutes les données et tous les TTP, donc techniques, tactiques et procédures de Cobalt, depuis qu'il avait en réalité agi en Russie. Parce que comme je vous l'ai dit, on l'a vu tout d'abord en Russie. C'est-à-dire qu'il avait commencé environ en 2013 à agir et à utiliser ces techniques. Sauf qu'en 2013, quand on a commencé à faire ces enquêtes, eh bien, l'acteur est parti en Ukraine. Sauf que en 2014, il y a eu une situation assez désagréable entre la Russie et l'Ukraine. Par conséquent, il était impossible d'avoir une action physique, c'est-à-dire une arrestation quelconque de ce cybercriminel. Donc l'enquête, comme on peut le voir, a été longue et compliquée, mais malgré tout, elle s'est faite. Et comme elle s'est faite, eh bien, ça a permis l'arrestation et le démantèlement d'un des plus grands groupes de cybercriminels, ce qui prouve encore une fois qu'il faut vraiment mener ces enquêtes et ce qui prouve également que la coopération internationale apporte une valeur qui est bien évidemment non négligeable au sein des organisations internationales et même des entreprises. Donc, en effet, c'est possible de résoudre ce genre de cas. Et c'est d'autant plus possible que lorsque vous apportez votre contribution et lorsque vous apportez votre pierre à l'édifice, quand vous allez en réalité parler aux forces de l'ordre, et bien, ça va leur permettre d'avoir peut-être l'information, l'information manquante, si vous voulez, à leur enquête qui va leur permettre d'avancer et qui va leur permettre de démasquer, de désanonymiser ou bien même ils vont pouvoir procéder à l'arrestation grâce à cette information que vous avez apportée. C'est pour ça, malgré la taille des enquêtes, il ne faut jamais hésiter à en faire partie. Cependant, bien évidemment, vous pouvez vouloir garder ça privé et beaucoup de gens veulent garder ça privé et dans un cadre clos. Et c'est pour ça que nous, on peut vous aider en réalité dans votre relation également avec la police, on va fournir des rapports par rapport à ce qu'on a trouvé dans votre entreprise également ou dans votre institution. Et c'est là une des valeurs ajoutées que nous apportons. Quelque chose en plus à rajouter, c'est qu'on supporte la société, on supporte l'institution, on supporte Europol et Interpol dans leur présentation des preuves directement au tribunal également, parce que nous avons une expertise de récolte, de recueil et de présentation des preuves au tribunal. Quel est l'avantage finalement
d'une société comme ça, bah, forcément, étant un secteur privé, nous sommes plus efficaces, non pas parce que nous sommes privés, mais parce que nous avons du temps, des outils dédiés et les compétences requises depuis, comme je l'ai dit, 17 ans. Pourquoi c'est important finalement? Parce qu'on dit oui, c'est une enquête, c'est bien, on démantèle le cybercrime internationalement, mais nous, qu'est-ce que ça nous apporte d'un point de vue personnel pour mon entreprise, pour mon institution? Quelle est la plus-value finalement? Bien, la plus-value, elle est plurielle. Elle est plurielle. C'est-à-dire que tout d'abord, c'est une question de curiosité, c'est-à-dire qui est derrière ça? Que s'est-il passé? Qui est derrière ça? Ça, c'est un point évidemment important. Mais les points qui suivent le sont encore plus. Il faut en effet éviter que cela se reproduise et donc bloquer le crime comme il est écrit à la racine. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire vous protéger, mais ça veut dire également que si c'est fait par quelqu'un qui en réalité n'est pas un hacker très développé et qui n'effectue qu'une montée en puissance, eh bien on peut stopper cette montée en puissance et éviter qu'il y ait de plus en plus de cybercrimes dans le monde. Également, il y a un dommage financier que vous avez subi dû à certains groupes ou dû par exemple à un ransomware et vous voulez récupérer cet argent et être dédommagé pour votre perte. Mais également, il y a le dommage réputationnel, c'est-à-dire que vous allez vouloir montrer, et c'est quelque chose qui est très bien, et c'est quelque chose qu'on encourage, montrer aux clients, aux pays, aux institutions que vous ne vous laissez pas faire, et que vous défendez vos clients et que vous défendez votre entreprise, que vous n'êtes pas juste une marionnette aux mains de cybercriminels, mais que vous agissez et que vous n'agissez pas de manière locale ou juste sur votre entreprise, mais que vous agissez de manière internationale en vous inscrivant dans une logique de lutte contre le cybercrime. Et ça, c'est important également. On sait qu'il y a des banques qui font ça pour leurs clients, c'est-à-dire qu'au lieu de dire « Ah, nous avons fait une faute, oui, c'est vrai, nous avons fauté, il y a eu un problème » ou se complaire dans des mea culpa. Non, eh bien, elles montrent qu'elles sont moteurs de la lutte contre le cybercrime et elles tournent finalement cela en quelque chose de positif et en montrant justement leur aide et l'aide qu'elles apportent aux institutions internationales afin de mener ce genre d'enquête. Ensuite, évidemment, il est important de comprendre le but de cette attaque. C'est-à-dire qui vous attaque, c'est très bien, mais il faut aussi comprendre le but. Est-ce que c'est de l'espionnage? Est-ce que c'est une attaque gouvernementale, une attaque à caractère financier, une attaque concurrentielle? Parce que ça va permettre en effet de mieux défendre votre entreprise dans le futur. Et ensuite, ce sixième point, c'est un point très important qu'on voit beaucoup et qu'on voit de plus en plus. Eh bien, c'est faire parvenir également un rapport au régulateur, parce que désormais, certaines fautes sont obligatoirement reportées. Il faut faire un rapport de cette faille cybersécurité aux institutions du pays afin de prouver que, eh bien, on est en adéquation avec les normes du pays sur le côté cybersécurité. Et donc tout ça, eh bien, c'est quelque chose que Groupe IB fait et que Groupe IB fournit à la fois aux institutions et aux acteurs privés. Et c'est quelque chose dont nous sommes eh bien, très fiers. Donc pourquoi finalement cette enquête et pourquoi Groupe IB a une telle place finalement dans les enquêtes mondiales contre le cybercrime? Eh bien, tout simplement, comme je l'ai expliqué au tout début, c'est parce que la police ne regarde pas les hackers tout le temps. C'est-à-dire qu'ils ne passent pas leur temps à faire de la surveillance et du renseignement sur les menaces par rapport aux hackers, tandis que nous, comme on a notre threat intelligence, donc renseignement sur les menaces, c'est notre travail. Et étant un secteur privé et commercial, eh bien, c'est quelque chose, si nous voulons être les plus avancés dans cette connaissance des acteurs malveillants, nous n'avons d'autre choix que de surveiller continuellement ce genre d'acteurs. Et depuis 17 ans, nous avons vraiment des données historiques qui nous permettent de récolter le maximum d'informations et d'avoir une rétrospective vraiment pour tous les groupes criminels qui aujourd'hui existent. En plus, nous savons récolter les données, nous savons les rendre présentables pour les tribunaux, car nous, ce n'est pas de la collecte à retardement pour les informations, mais c'est vraiment comme la police le fait, du fait de leur caractère pluridisciplinaire. Nous, c'est vraiment de la collecte immédiate qui fait que nous n'attendons pas. Notre approche, elle se résume souvent à collecter les preuves pendant les réponses aux incidents qu'on va mener au sein des différentes institutions ou entreprises qui ont été ciblées par ce genre
par ce genre de criminels. Comme nous avons un service de réponse aux incidents et de l'autre côté un service d'analyse criminalistique, cela nous permet vraiment de répondre à toutes les questions et même de réduire les dommages s'il y a une publication de données, par exemple sur le dark web ou une attaque ransomware, etc. Évidemment, nous donnons toutes les informations à la société et tous les rapports à la société. Et notre rôle, c'est tout simplement d'identifier la personne réelle. Dans l'enquête, c'est d'identifier la personne réelle, de donner toutes les informations à notre client. Et quand je dis personne réelle, c'est vraiment compte, réseaux sociaux, numéro de téléphone, adresse, vraiment la totale. Mais bien évidemment, quelque chose de très important à mentionner, si vous voulez que ce soit privé, cela restera privé. C'est-à-dire que l'enquête, on l'a fait tout d'abord pour vous. Et une fois que vous l'avez, cette enquête, sous le coude, si on peut dire ça, c'est à vous de réfléchir si vous voulez transmettre cette enquête aux forces de l'ordre ou pas. Si vous avez besoin de notre aide également afin de contacter des institutions internationales qui vont elles aussi vous aider dans les enquêtes, ce choix vous revient. Parce qu'en effet, ce sont des informations privées qui en réalité vous appartiennent. On voit que sur Cobalt, porter la chose aux forces de l'ordre a particulièrement bien fonctionné. Et c'est pour ça qu'il faut continuer en réalité à travailler avec les forces de l'ordre. Cobalt n'est pas le seul exemple d'enquête qui fonctionne et d'enquête qu'il faut faire en réalité et dont il ne faut pas cacher quand il y a une attaque. En effet, comme vous pouvez le voir ici, nous travaillons sur en réalité tous les grands groupes d'attaque, donc les APT. Vous pouvez voir Silence, vous pouvez voir Cobalt dont on a parlé, Moneytaker, mais il y a également Lazarus, donc Lazarus dont on a vu une recrudescence en termes d'activité sur le secteur européen dernièrement, et quand je dis dernièrement, c'est vraiment début 2020. Donc on fait vraiment du mondial, comme vous pouvez le voir, ce sont des attaques mondiales, mais comme ici nous parlons, et bien c'est un webinaire qui est fait pour également le Sénégal et la scène africaine en général. Nous faisons également du local et nous travaillons beaucoup sur les nouvelles menaces qui ciblent les secteurs africains. Donc là, c'est quelques rapports qu'on a fait et quelque chose qu'on a observé sur le domaine africain. Une simple analyse des outils de silence, mais également des rapports sur les attaques de silence effectuées sur des banques africaines. Comme nous l'avons vu dans le cas de Cobalt, les virus qui vont attaquer les distributeurs automatiques de billets afin d'encaisser les fonds facilement, ça a été détecté en Afrique et c'est en recrudescence depuis vraiment, je dirais, le début d'année, on en a vu énormément. Et évidemment, la vente d'accès à des réseaux bancaires par Oblivion qui œuvre de plus en plus en Afrique et c'est quelque chose qui est très important. D'ailleurs, on a discuté avec certaines banques centrales en Afrique et celles-ci sont très préoccupées par ce genre de problème aujourd'hui. Donc, également, tous ces problèmes, il nous faut des technologies et nous allons voir globalement quelles sont les technologies que nous utilisons afin de produire ces rapports et afin finalement de lutter contre le cybercrime. Donc, nos technologies sont vraiment multiples et c'est pour ça que je vais rapidement passer dessus, surtout que le temps passe, donc on va aller un peu plus vite. On peut voir ici globalement les outils qu'on utilise. Donc, l'un des principaux outils en réalité, c'est le temps. En effet, avec 17 ans de collecte, de corrélation d'informations et de désanonymisation, on a tous les outils qu'il faut en effet pour effectuer cette corrélation et pour effectuer cette désanonymisation. On peut vraiment retracer jusqu'au point où la personne, dans le temps, parce qu'une personne anonymisée, elle n'a pas commencé sa vie en anonymisant son parcours sur Internet, et on peut vraiment retracer l'historique de cet acteur jusqu'au moment où il n'anonymisait pas ses activités sur Internet et par conséquent trouver quelle est la personne physique se cachant derrière l'acteur malveillant. On a également des plateformes de recherche sur le dark web et autres, donc beaucoup de technologies de ce type-là. Et également, entre ce monitoring du dark web et vous pouvez également voir notre Threat Intelligence, qui est juste ici, qui est une plateforme permettant de récolter tous ces renseignements. Et également un graphe, juste ici, qui est un graphe qui permet en réalité de voir toute la rétrospective des infrastructures des criminels. Donc, vous pouvez voir comment, à partir d'un indicateur, on peut avoir tous les domaines, les DNS, les certificats SSL, les clés SSH,
les emails, les téléphones portables également, ou les téléphones tout court. Et tout cela retracé bien évidemment dans le temps. Pareil pour les IP ou les domaines, parce qu'on a toutes les données Whois. Et tout cela nous permet de faire de la corrélation et de faire donc une analyse qui nous permet de découvrir, comme vous pouvez le voir ici, derrière les machines virtuelles, derrière les différentes identités, quelle est la machine physique et quelle est l'empreinte physique qui se cache derrière tous ces outils. Donc ça permet vraiment de trouver et de détecter les erreurs qui ont été commises par les acteurs malveillants. Et grâce à cet outil de corrélation, de voir le comportement des criminels et leur empreinte sur le net. Tout ça et cette coopération internationale, elle est permise par une de nos forces internes, qui est notre CERT, donc accrédité CERT, qui peut vraiment agir partout dans le monde de par ses connexions. Il est vraiment utilisé beaucoup pour la surveillance des menaces et pour échanger des informations avec les pays avec lesquels on travaille, et également pour combattre des menaces très très locales. On utilise également, et ça c'est une des deuxièmes parties que nous allons aborder, nos solutions que nous utilisons pour lutter contre le cybercrime, qui sont dans la catégorie plus, comme je l'ai expliqué en tout début de webinaire, mieux vaut prévenir que guérir. En effet, il est bien de faire une enquête, mais il est encore mieux de se prémunir contre les risques cyber. Pour passer rapidement sur les différentes solutions, on va pas tout faire en détail. Si vous avez plus de questions sur les solutions, n'hésitez pas à les poster, à les envoyer, et j'y répondrai avec plaisir. Et si vous avez envie d'en voir un peu plus, on refera un petit épisode rien qu'entre nous afin d'en parler plus longuement. Mais rapidement, vous pouvez voir sur la droite vraiment notre point d'origine. Donc avec, comme vous pouvez le voir, les enquêtes, réponses aux incidents, analyse criminalistique. Mais également, donc c'est vraiment le point d'origine qui nous a permis de nourrir nos plateformes et nos enquêtes. Mais ce qui nous permet également d'avoir des informations, eh bien, ce sont tout simplement nos solutions. Donc nos solutions, pourquoi ces solutions? Parce que si l'enquête est nécessaire, qu'elle soit soumise bien évidemment aux forces de l'ordre ou pas, il vaut mieux prendre des mesures préventives. Même dans la catégorie, comme vous pouvez le voir, brand protection, donc protection des marques, c'est quelque chose de très important pour les marques, car le vol d'identité, afin de vendre plus, les contrefaçons et autres, commencent vraiment à prendre le pas sur certaines industries. Donc tout cela, toutes ces solutions nous permettent vraiment de surveiller même les mouvements de crypto-monnaies, par exemple, qui ne sont plus si opaques que ça, grâce à nos capacités. Nous pouvons également sécuriser et travaillons déjà avec certaines entreprises de crypto-monnaies. Donc l'enjeu de toutes ces solutions, c'est finalement la sécurité à la fois de votre société, mais aussi des informations personnelles de vos clients, si vous êtes une société privée, de vos administrés, ou même de vos citoyens, si vous êtes une institution étatique. Pour voir rapidement un petit détail de chacune de ces solutions, la première solution, c'est une solution de renseignement sur les menaces qui nous permet donc de mener ces enquêtes. C'est un système d'alerte précoce en réalité, qui permet pas seulement d'avoir des indicateurs de compromission, mais vraiment des informations sur les acteurs derrière ces attaques. Ça vient de notre culture donc d'analyse criminalistique, et ça permet d'avoir des informations sur les plus grands groupes, donc les APT comme on l'a dit, mais également tous les rapports de nos analystes, des données compromises sur les cartes bancaires et même bien plus. Donc ce n'est pas seulement une feed, mais c'est aussi des outils, parce qu'on a un outil de sandboxing, on a un outil, comme on l'a vu un peu plus tôt, de graphe, donc qui permet d'allier la recherche avec la surveillance. Et ça, c'est vraiment un système d'alerte précoce, comme je l'ai dit, nous permettant d'avoir un maximum d'informations parce qu'on a commencé cette surveillance en temps réel il y a 17 ans. La seconde solution très intéressante, qui est une solution de Managed Detection and Response, vraiment complète. Donc, c'est une solide défense pour l'entreprise, ce qui permet de faire du threat hunting, donc de la chasse aux menaces, à la fois interne mais également externe, avec d'un côté donc du threat hunting local, avec des points, 3 points de collecte. Le point sensor, donc qui est de l'analyse du trafic réseau, le polygone qui est donc de l'analyse des fichiers et des emails en environnement isolé. Donc c'est une plateforme de détonation des malwares, des virus, et le endpoint qui permet donc de faire de l'EDR, donc endpoint detection and response, permettant notamment de faire les premières analyses criminalistiques sur les autres et de les isoler du réseau afin de ne pas risquer une contamination du réseau complet. Et de l'autre côté, également, synergie avec notre Threat Intelligence que je viens de présenter afin de faire de la chasse aux menaces externes et donc de donner le contexte
de ces menaces, les connexions cachées, le profil des attaquants, et finalement faire de la surveillance et de la chasse aux menaces à la fois à l'intérieur de votre périmètre, mais également à l'extérieur du périmètre. Donc tout ça, c'est dans une interface unifiée, mais ça permet d'avoir un contrôle complet sur le réseau interne avec des informations internes et externes. C'est également très important pour tout ce qui est industrie, d'avoir un sensor, un trafic réseau, donc une analyse de trafic réseau qui puisse s'adapter à des protocoles industriels, par exemple. Et la dernière solution, qui est une solution plus sur les banques et sur les e-commerce ou commerce en général, c'est un anti-fraude client-side qui permet vraiment de lutter contre les fraudes frappant les banques et les e-commerce. Ça permet notamment de bloquer les bots, par exemple, les fraudes au paiement, virus ou autres, également blanchiment d'argent, et ça améliore énormément l'authentification en retirant parfois un niveau de sécurité qu'on connaît bien, le 2FA, donc le second facteur d'authentification, en réduisant tout simplement les coûts pour la banque qui n'a plus à envoyer les SMS ou les appels pour valider le paiement grâce à l'authentification de SecureBank. Donc, si vous avez par exemple un antifraude transactionnel, c'est une très puissante amélioration qui nous permet de recueillir beaucoup de données également sur les criminels qui sont motivés financièrement. Encore une fois, c'est une solution qui fonctionne en synergie avec TI et qui permet d'avoir des informations sur les appareils utilisateurs et sur la véritable personne se cachant derrière l'attaque ou la compromission. Et enfin, c'est grâce à nos services que nous récoltons beaucoup d'informations également, grâce à justement notre réponse aux incidents et à compte aux réponses aux incidents qui permet vraiment à beaucoup de sociétés de se prémunir d'un certain risque et de savoir que si jamais il y a un problème, Groupe IB est à leur côté afin de pouvoir défendre leur société et les aider dans toutes les démarches qu'ils devront prendre suite à cette attaque. Donc finalement, comme vous avez pu le voir, toutes ces solutions et toutes ces enquêtes nous permettent vraiment d'être très appréciés par la police, et cette appréciation est vraiment réciproque. Nous avons énormément travaillé avec eux grâce aux capacités que nous avons, mais aux outils également, à l'expertise et à cette expérience dont j'ai beaucoup parlé, et le fait qu'on puisse découvrir très efficacement l'identité de n'importe quel criminel. Donc le fait que nous ayons l'habitude de ce genre de procédure fait que nous travaillons de manière très efficace avec Europol et Interpol et toutes les institutions internationales du fait de cette pratique depuis 17 ans. En effet, s'il y a des attaques, même si ce sont des choses simples, comme un site créé similaire, eh bien, il faut prendre des mesures contre ces attaques. Et c'est pour ça que nous pouvons aider à la détection des menaces et à comprendre la sévérité de cette menace également. Donc, n'hésitez pas vraiment, vous pouvez appeler notre équipe d'enquête et sans même rien de contractuel, nous pouvons vraiment vous donner les clés de compréhension afin d'avoir plus d'informations sur ce problème. Bien évidemment, plus loin que l'enquête pour la cybersécurité, l'importance pour nous, c'est la sécurisation des données clients. Donc, j'entends par là que bien qu'il y ait possibilité de partage d'informations sur les solutions qu'on a, les solutions peuvent bien évidemment être sur site. Pour les livrables, en effet, nous vous donnons toujours un résultat d'enquête et ces rapports sur l'acteur qui vous a attaqué, donc même, comme je le disais, téléphone, adresse et réseaux sociaux. Donc, la police va voir qu'ils peuvent utiliser tout ce rapport pour avoir le maximum d'informations à leur disponibilité et nous pouvons vous aider à défendre ce genre de cas directement devant les criminels. Donc, voilà globalement pour l'enquête. Pour faire un résumé rapide, donc l'enquête est bien évidemment prépondérante de nos jours. Mais la sécurisation joue un rôle de plus en plus important, car il est de plus en plus important de se sécuriser, car il y a une recrudescence même envers de petites entreprises, des actions des acteurs malveillants et des cybercriminels. Et par conséquent, je ne peux que vous enjoindre à faire très attention à votre cybersécurité, et c'est avec joie que j'en discuterai avec vous un peu plus longuement. Donc, je vous remercie pour votre attention pour cette première partie du webinaire. Et maintenant, je vais laisser. N'hésitez pas à me poser des questions. Vous pouvez écrire dans l'espace questions si vous en avez une, et je me ferai une joie d'y répondre avec Oumar. Et d'ailleurs, Oumar, merci beaucoup pour cette présentation également. Et je vais te laisser parler un peu plus longuement d'ExpertIS parce que je sais que vous venez de monter une division cybersécurité et je suis vraiment ravi de pouvoir travailler avec vous aujourd'hui. Merci Cyril pour cette présentation très riche, voilà, et voilà, qui est à la frontière de la cybersécurité et surtout de la justice, parce que quand on parle de frontière, quand on parle de recherche de preuves,
il faut que ces preuves aussi soient, voilà, que la justice accepte ces preuves, que ce qu'on appelle les preuves soient recevables. Donc, en tout cas, vous nous avez montré que vous avez des solutions, voilà, pour que ces preuves puissent être recevables. Voilà. Aussi, hein, donc ça veut dire tout simplement que maintenant l'impunité des cybercriminels, hein, parce que jusqu'à présent les cybercriminels en général agissent en toute impunité. Et là, vous nous avez montré que vous avez des solutions, voilà, pour que cette impunité cesse, que les entreprises ont la possibilité d'agir, surtout s'ils portent plainte, voilà, qu'il peut, en tout cas, que vous pouvez faire quelque chose. Sinon, pour parler d'expérience, hein, c'est une entreprise fondée en 2016, donc c'est une jeune entreprise fondée en 2016 par des ingénieurs et qui travaille dans trois domaines, dans trois départements qu'on a divisé en départements ou en practices. Donc le premier, c'est le système et réseau, télécom. Deuxième, c'est business intelligence et big data. Et troisième, hein, c'est la cybersécurité. C'est l'objet de ce webinaire. Et là, donc, on travaille conjointement en collaboration avec GrowAI, voilà, parce que on a vu que vous avez en tout cas des solutions qui peuvent répondre vraiment aux problèmes de cybersécurité du Sénégal en particulier et même de l'Afrique en général. Parce que la cybersécurité, maintenant, ce n'est plus l'affaire que des pays européens ou des pays, en tout cas que des pays du Nord. Ils s'intéressent de plus en plus, les cybercriminels s'intéressent de plus en plus à l'Afrique. Donc, il faut quand même qu'on ait des solutions pour répondre à des solutions pour se défendre et pour répondre vraiment à ces groupes cybercriminels pour qu'ils n'agissent plus, pour que, en tout cas, l'impunité cesse. Je ne sais pas s'il y a des questions, si vous voulez des éclaircissements, en tout cas, sur certains points, voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'informations que Cyril a donné, surtout sur la collaboration. En fait, d'abord, moi, ce que je retiens, d'abord, il faut que l'entreprise, en tout cas, qui est victime, la victime porte plainte, voilà, même si la victime, parce que c'est ça qui fera que la police s'intéresse quand même à son cas pour résoudre son cas, donc la victime porte plainte. Et aussi, Groupe IB a des solutions pour donner vraiment à la police, aux enquêteurs, des données fiables, des données qui sont recevables par la justice. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que oui. Une question en effet. D'abord, Omar, merci beaucoup pour ce résumé, très 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 bon résumé. Je suis complètement d'accord avec toi. Tu as bien raison. En fait, il ne faut jamais cacher l'attaque. Il faut mieux en parler parce que ça permettra toujours de faire avancer les cas. Et de faire une réponse aux incidents sur place par rapport à une cyberattaque, ça permet toujours de faire avancer la recherche par rapport à ce genre d'acteurs criminels. Mais nous avons une question de David qui nous dit concernant les street kiddies, quelles sont les sanctions qui leur sont souvent appliquées? Donc alors ça, c'est une question qui est très compliquée à répondre, tout simplement parce que c'est un phénomène qu'on voit très souvent dans beaucoup de pays et en fonction de la législation, les législations sont très très différentes par rapport à ça. C'est-à-dire que moi je parlais de quelque chose que j'ai beaucoup vu. On a vu un peu ça en France par exemple. Et en France, sur ce cas-là, la sanction est particulièrement basse. Je veux dire, il y a une amende qui va être une amende qui va chiffrer dans les quelques milliers d'euros finalement. Il y a démantèlement de l'infrastructure, mais ça ne va vraiment pas aller plus loin. Je ne sais pas, Oumar, si toi tu as une autre vision sur ça. C'est vrai que c'est une question difficile, hein, parce que tout simplement combien ça il faut. Bon, je pense en tout cas l'avantage qu'aura la victime, c'est qu'il peut peut-être soit récupérer des sous, ou en tout cas être dédommagé. Ça, je pense que c'est possible, mais sinon, c'est vrai que c'est une question très difficile. Mais ça dépend. En fait, ça va réellement dépendre. C'est très dur de parler de
peines et de sanctions appliquées, tout simplement parce que ça va dépendre de beaucoup de facteurs. C'est-à-dire que le nombre de victimes va rentrer en jeu, forcément. Va toujours y avoir, je sais que pour la justice, même internationale, il y a toujours les facteurs aggravants ou justement des facteurs qui vont diminuer un peu la peine. On va avoir par exemple le fait d'avoir fait ça en groupe, le fait qu'il y ait une organisation qui soit établie, le fait qu'il y ait un groupe qui soit établi également. Donc tout ça, ça va être des circonstances aggravantes qui vont permettre de faire monter la peine. Mais généralement, si on prend ça sur un petit niveau avec peu de victimes, par exemple, ou même des victimes qui sont des victimes comment dire, même des particuliers, pas forcément toujours d'entreprises, eh bien c'est quelque chose qui va être assez bas comme sanction aujourd'hui. Nous avons d'autres questions également de Monsieur Mbaké de Technologie Service au Sénégal. J'ai eu à 2 reprises une attaque de ransomware sur des serveurs d'archivage médicaux. Combien coûterait le service de décryptage des données avec votre groupe? Alors ça, monsieur, c'est Madame Mbaké, pardon, excusez-moi. Je regarde le magasin. D'accord. Alors Madame Mbaké, je vais revenir vers vous après et on en discutera parce que bien évidemment je ne peux pas donner de prix comme ça. Ça dépend beaucoup de la situation. Donc je reviens vers vous juste après ce webinaire. Si vous avez un peu de temps, je vais vous contacter directement pour en parler avec vous. Comment remonter à la source si l'attaquant a été très méticuleux et ne travaille qu'avec des machines virtuelles au niveau du graphe et de Threat Intelligence? C'est encore une question de David. Question très intéressante, hein, particulièrement intéressante. Et en effet, on peut se dire, mais finalement, s'il y a machine virtuelle ou VPN ou autre, comment faire pour remonter? Eh bien, tout simplement, malgré la machine virtuelle, nous avons des capacités d'empreinte numérique et qui font l'empreinte numérique des appareils. Ce qui fait que malgré l'utilisation de machines virtuelles, on va découvrir et on va remonter jusqu'à la source, notamment du fait qu'on fait ce qu'on appelle un screenshot, donc une capture d'écran de l'Internet toutes les heures, je crois, depuis 17 ans, c'est vous dire, et on va réussir à remonter grâce à des technologies d'empreinte digitale et aussi d'analyse criminalistique, on va remonter directement jusqu'à la machine qui est derrière en réalité cette machine virtuelle. Et ça, c'est grâce justement à notre outil de corrélation que vous avez pu voir sur le graphe, mais également sur Secure Bank, on a cette même capacité. Et c'est quelque chose qui va nous permettre, si je reviens rapidement en arrière pour vous montrer, vous voyez ici, on détecte en fait que cette machine, grâce à l'empreinte numérique, on trouve que l'empreinte numérique n'est pas une empreinte numérique physique, mais une empreinte numérique qui est purement numérique, et par conséquent, c'est une machine virtuelle. Et on va réussir à remonter ce fil pour trouver la machine originelle, si on peut le dire ainsi, qui, elle, et là, on aura toutes les informations, c'est-à-dire on aura jusqu'à la résolution d'écran, l'OS, la localisation physique, la timeline, tout ce genre d'informations sur cela. Donc c'est comme ça qu'on va réussir à remonter finalement le fil de l'information depuis une machine virtuelle, ou même en réalité on remonte souvent ça depuis le compte, depuis plus loin que la machine virtuelle. C'est-à-dire qu'on voit un compte, on voit que ce compte, on fait également ça tout simplement par analyse comportementale. C'est-à-dire on va voir que le comportement de l'usager n'est pas le comportement classique de la personne utilisant cette machine, ou que cette machine n'a jamais été vue ailleurs, ou que cette machine, si elle a été vue ailleurs, elle a été repérée pour avoir justement effectué des actes malveillants. Et donc, toute cette corrélation et toute cette puissance de corrélation va nous permettre de détecter que c'est une machine virtuelle, à qui cette machine est liée, à quelle machine physique cela est lié et qui est derrière tout cela. Une autre question, Monsieur Camille. Bonjour, est-ce que c'est bien qu'on retrouve plusieurs cyberattaques internationales? Eh bien, oui. C'est-à-dire qu'au Sénégal, on a vu des attaques et on a vu, c'est au Sénégal également qu'on a repéré des outils de silence contre certaines banques sénégalaises. Donc le secteur financier et même le secteur industriel, parce que en réalité les outils de silence peuvent être réutilisés par d'autres acteurs malveillants, ont été détectés au Sénégal. Et en effet, ça a été détecté au Sénégal majoritairement et au Maroc. Vous voyez, on reste sur cette partie-là de l'Afrique. Il y a de plus en plus de cyberattaques. Et quand je vous parlais d'Oblivion, par exemple, qui vendait des accès réseau, eh bien, ils vendaient des accès réseau de banques et d'institutions sénégalaises également. Donc oui, le Sénégal est également touché
par ce genre de cyberattaque. Encore une question de David. Combien de temps en moyenne prend la résolution des attaques DDoS avec vos outils? Eh ben, il y a deux choses différentes. Il y a la détection des attaques DDoS. La détection des attaques DDoS, ça va tout simplement être grâce à votre graphe, parce qu'en réalité, on va recueillir toutes les attaques DDoS pour que vous ayez une visibilité sur toutes les attaques qui peuvent se passer. Et ensuite, avec notre solution TDS, c'est une solution qui est faite pour éviter les attaques DDoS, pour la simple et bonne raison que ces attaques DDoS, en réalité, comme c'est une surcharge du réseau, nous, avec notre Network Traffic Analysis, ça permet d'éviter ce genre de problème en réalité directement. Donc, pour l'instant, c'est tout pour les questions. Madame Baquet, je ne vous oublie pas. Je reviendrai vers vous, bien évidemment, juste après pour répondre à votre question, pour qu'on puisse en parler, que vous puissiez me donner un peu plus de détails sur cela. Mais pour l'instant, nous n'avons pas plus de questions. Donc, n'hésitez pas si vous en avez d'autres, et je serai ravi d'y répondre. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour vos questions également qui furent particulièrement intéressantes. Je remercie beaucoup Expertise pour nous avoir aidé à monter ce webinaire et pour nous avoir permis justement de vous parler aujourd'hui. Je suis vraiment… merci beaucoup. Le plaisir est partagé, je pense aussi. Hein. Voilà, donc, de toute façon, le webinaire va être envoyé à tous ceux qui sont inscrits. Donc, n'hésitez pas si vous avez encore plus… oui, nous avons 2 questions supplémentaires. Ah oui, d'accord. OK. Vient d'arriver. Alors, Madame Baquier qui nous demande s'il est possible de contrer les attaques. Alors, plus que de contrer les attaques, en réalité, l'objectif de nos solutions est d'arrêter en réalité les attaques, ou si ce n'est pas arrêter les attaques, de les diminuer, l'impact de l'attaque. C'est-à-dire qu'avec notre solution TDS, par exemple, ça permet de ne pas être soumis à ces attaques de ransomware, à ces attaques de DDoS, aux fichiers malveillants. Parce qu'à chaque fois qu'un fichier malveillant va rentrer dans le système, il va être automatiquement analysé par notre sandbox et il va être détecté comme étant malveillant et donc ce sera impossible de les ouvrir. Donc en réalité, ces solutions sont faites pour éviter les attaques. Pareil, notre renseignement sur les menaces, Threat Intelligence, nous permet en réalité de détecter les attaques potentielles contre votre société, de détecter également, par exemple, pour les institutions financières, quelles ont été leurs données compromises. Et évidemment, en parallèle avec TDS, Threat Detection System, ça permet bien évidemment de contrer les attaques. La même manière pour SecureBank pour les banques, c'est un anti-fraude du côté client qui permet en réalité de bloquer les fraudes directement et de collaborer avec l'antifraude transactionnelle afin de bloquer les fraudes. Donc oui, tout cela est en réalité pour contrer les attaques. Et, en fait, juste oui, pour ajouter, oui, les solutions sont capables de contrer les attaques, mais il ne s'agit pas de faire une contre-attaque parce que voilà, bien évidemment, oui, bien évidemment. Le but, c'est pas de faire une contre-attaque, mais c'est vraiment de stopper l'attaque. Comme ça, l'attaque ne peut pas aller plus loin. Et aussi, plus tard aussi, de traduire en justice, s'il y a une plainte. Oui. Mais le but n'est pas vraiment de faire une contre-attaque. Le but, vraiment, voilà, exactement. C'est pas de faire une contre-attaque, c'est de bloquer l'attaque et ensuite de vous donner une rétrospective sur l'attaque. De vous dire, voilà, il y a ça qui est arrivé, ça vient de telle personne, de tel acteur, et voilà toutes les informations que nous avons. Voilà, oui. Une autre question, proposez-vous des outils SOC ou des solutions antivirales évoluées? Alors oui, cet outil SOC, nous fournissons en réalité même les SOC, justement avec, je vais revenir dessus, hop, voilà, avec cette solution TDS, Threat Detection System, nous fournissons les SOC et nous fournissons même les CERT. Pour tout vous dire, c'est plus efficace qu'un CIEM. Donc, c'est plus efficace qu'un CIEM, ce TDS, tout simplement parce que ça permet en un paquet en réalité, parce que comme vous pouvez voir, au lieu d'avoir un EDR, d'un autre éditeur, une sandbox, d'un autre éditeur, un NTA, donc un Network Traffic Analysis, une analyse de trafic réseau, eh bien, tout est concentré dans cette Unbox et tout est concentré dans une seule solution qui vous permet justement d'avoir des capacités SOC au sein de votre organisme.
et on fait également de la construction de socle. Donc oui, ça, ce sont des outils, tous les outils que vous voyez sont des outils en effet qui peuvent être utilisés dans le cadre d'un socle. Le Threat Intelligence est tout à fait valable pour un SOC en termes de renseignement, bien évidemment. Et les solutions antivirales évoluées. En réalité, cette solution antivirale, ça va passer encore une fois par Threat Detection System, parce que le malware, on va le voir directement, donc on va le voir dans le trafic, on va le voir sur le endpoint, et en réalité, il va être envoyé directement dans notre polygone, donc polygone qui est comme un polygone de tir, hein, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une plateforme de détonation de virus, et ce virus, eh bien, on va le décortiquer, on va voir comment il fonctionne, on va vous montrer tous les détails par rapport à ce virus, ce qui va vous permettre en réalité non seulement de le bloquer, d'en apprendre plus, d'en extraire les IOC, donc les indicateurs de compromission, enfin pas les IOC dans ce cadre-là, mais juste les indicateurs par rapport à ce virus, et donc d'en apprendre plus. Également dans cette plateforme, ce que vous pouvez faire, vous pouvez nous envoyer donc un échantillon de ce virus, et nous, ce qu'on va faire, parce qu'on a une équipe dédiée pour ça, on va faire de la rétro-ingénierie par rapport à ce virus. Et donc après, vous ne serez même plus finalement soumis à ce virus, étant donné que vous aurez toutes les informations par rapport à celui-ci. Donc c'est notre solution antivirale. Mais encore une fois, c'est solution antivirale, c'est un peu réducteur parce que c'est en effet, comme on l'a précisé, beaucoup plus vaste que ça. Oui, en fait, parce que déjà, les solutions déjà qu'on appelle EDR, hein, qui sont Endpoint Detection and Response, qui sont des solutions plus puissantes que les antivirus. Et là, votre solution là, ça va au niveau aussi au-delà de ça, parce que vous proposez déjà un système qui fonctionne bien, qui est le endpoint, qui permet de fonctionner comme un EDR évolué. Et en plus, vous proposez aussi Polygon, qui est une solution d'analyse dynamique de malware. Voilà, parce que quand un malware arrive, vous l'analysez dynamiquement, c'est-à-dire est-ce qu'il chiffre les fichiers, comment il se comporte. Voilà. Donc, c'est vraiment, on est plus à l'étape d'antivirus, hein, parce qu'on passe à l'étape même au-delà de l'antivirus. Oui, c'est bien au-delà en effet, oui. C'est ça va comprendre en fait tout le périmètre entier de votre société, même si vous êtes une industrie, même si c'est une industrie, les protocoles industriels, on les prend en charge. Donc tout ce qui est protocole, on va regarder, le réseau, on va regarder, tout ce qui est les endpoints, on va regarder également, les communications sont également, même si elles sont cryptées, ça va permettre justement d'extraire tous les fichiers et pour les tester pour être sûr qu'ils ne sont pas malveillants. Donc tout ça, évidemment, c'est bien plus élevé qu'un simple antivirus, tout simplement parce que ça prend en charge tout le périmètre à la fois interne, tout en y intégrant des informations externes, afin que, en plus de cette défense périmétrique que vous ayez, vous puissiez avoir une vision sur les menaces qui peuvent potentiellement vous cibler. De toute façon, ceux qui souhaitent la présentation détaillée de chaque solution, hein, on peut organiser des points particuliers. Donc, vous pouvez contacter Experience ou bien Group IB ou bien voilà, pour qu'on puisse organiser ensemble une présentation de n'importe quelle solution qui vous intéresse en détail. Et il y a pas, voilà, on est vraiment partant pour ça. On est disponible, voilà, pour vous montrer en détail comment fonctionne une solution. Voilà, et ça permettra vraiment de savoir comment telle solution fonctionne. En effet, oui. Et puis là, juste en bas, le +7 906, vous avez mon numéro ici. D'ailleurs, n'hésitez pas, Madame Mbaké, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur ce numéro directement. Maintenant, envoyez-moi un petit message sur WhatsApp ou juste un message, et je vous rappellerai directement après pour parler de votre cas. Un autre message exact et encore. Merci monsieur. Bonjour monsieur Bouchon pour cette belle présentation. Merci beaucoup, je vous remercie. Est-ce que JIV propose des solutions urgentes pour une structure qui vient de subir une attaque DDoS? Alors, on peut vous proposer bien évidemment une solution. En revanche, urgente, je ne sais pas parce que c'est une solution quand même qui va demander une certaine installation, surtout si vous la souhaitez une solution physique. En revanche, c'est une solution urgente, je ne sais pas, mais c'est une solution qui préviendra des attaques DDoS dans le futur, ça c'est certain, sans problème. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je l'espère en tout cas.
Et voilà pour la totalité des questions. Donc, pour cette attaque DDoS également, n'hésitez pas à me joindre et on en parlera également plus en détail. Je vous recontacterai, je vous envoie un mail si vous le souhaitez juste après également et on en parlera ensemble. Donc, je sais pas, Exactement. Marc, tu veux rajouter quelque chose? Non, moi, c'est bon pour moi. Voilà, je pense qu'il est midi et puis les gays et les secs doivent avoir faim. Donc, on peut en arrêter là s'il n'y a plus de questions. Comme Non, non, ça, mais voilà, je de façon. recontacterai les personnes qui ont deux, trois problèmes et puis le reste, voilà, n'hésitez pas à nous contacter et ce sera avec plaisir qu'on aura avec Oumar une discussion avec chacun d'entre vous pour parler Exactement. plus en détail de votre situation et de vos besoins. Exactement, exactement, exactement. Ben, merci beaucoup, merci à tous pour vos questions et puis pour votre présence. Merci beaucoup Oumar encore une fois pour ce webinaire et puis pour tes ajouts qui sont toujours très appréciés. Merci beaucoup. Merci, merci, merci à toi aussi. Et Bon, je vous souhaite à tous une excellente journée merci, merci. et un bon appétit si vous allez manger. Allez, allez, au revoir. Au revoir.